Ravi de vous retrouver pour évoquer ensemble l'actualité de cette semaine au Proche-Orient. C'est votre magazine 7 jours au Proche-Orient et c'est tout de suite. Samedi et dimanche dernier, Israël se mobilisait pour le 5e anniversaire de l'enlèvement du soldat franco-israélien Gilad Shalit. À travers tout Israël, les manifestations de soutien se sont multipliées, des manifestations pleines de symboles et chargées d'émotions et d'affection pour la famille Shalit. 1826 jours, 5 longues années que le siège de Gilad est vacant. Les posters, les t-shirts, les affiches qui disent « Nous sommes tous Gilad », les bracelets jaunes et les manifestations de soutien des Israéliens se multiplient, mais le soldat, lui, n'est toujours pas libéré. Samedi, la famille Shalit a donc célébré un triste anniversaire, celui des 5 ans de détention de Gilad dans les geôles du Hamas. De notre point de vue, c'est un autre jour qui passe sans Gilad. 5 ans, un chiffre rond, mais qui est pour nous comme hier ou avant-hier. Gilad est retenu captif depuis très longtemps et nous exhortons le Premier ministre à faire tout ce qui est en son pouvoir pour signer un accord et ramener Gilad à la maison. 5 ans, c'est long, et c'est le nombre d'années qu'il a fallu au frère de Gilad, Yoel, pour commencer à terminer son diplôme d'informatique au Technion de Haïfa. Une chance qu'il souhaite à Gilad, un combat pour continuer une vie normale tout en luttant au quotidien pour le retour de son frère, comme l'explique sa compagne Yara. Nous pensons rester ici toute la journée. C'est ce qu'on fait depuis 1 mois, 1 an même. Nous resterons ici et attendrons les visites qui marqueront les 5 ans du kidnapping. Beaucoup de gens vont venir nous voir depuis tout Israël. Nous resterons simplement assis ici. Notre silence marquera peut-être encore avec plus de force le fait que nous attendons Gilad, qui est seul dans sa cellule avec des terroristes du Hamas. Mais loin d'être seul dans sa cellule, pour Noam, le père de Gilad, c'est la famille tout entière qui est détenue depuis 5 ans. Nous sommes une famille en captivité depuis 5 ans. Vous pouvez voir les images, c'est mieux que n'importe quelle déclaration, c'est beaucoup mieux que tous les mots. Et puisque les images et les symboles valent plus que les mots, 24 personnalités publiques ont passé chacune 1 heure enfermées dans une cellule noire en signe d'identification à Gilad. 24 heures pour marquer leur soutien aux Shalit. 24 heures pour poser une question qui hante tous les esprits israéliens. Quand et à quel prix Gilad rentrera enfin chez lui pour mener la vie normale d'un jeune homme de 25 ans. Côté palestinien, on s'émeut guère, sauf les familles des prisonniers, pour la plupart des terroristes ayant du sang israélien sur les mains, qui comptent sur un échange pour récupérer les leurs. La question reste entière. Israël doit-il libérer des assassins pour que Gilad revoie son pays et sa famille, et que ce pays honore son engagement à tout faire pour qu'un soldat israélien prisonnier ne soit jamais abandonné à son sort? Ou Israël doit-il céder au chantage? Côté pile, c'est Gilad Shalit qui serait libéré. Côté face, ce sont 1000 prisonniers palestiniens qui seraient relâchés par le gouvernement israélien, parmi eux des terroristes dangereux responsables de la mort de plusieurs dizaines d'Israéliens. Alors quand en Israël on défile pour demander au gouvernement de tout faire pour relâcher Gilad, détenu entre les mains du Hamas depuis 5 ans, de l'autre côté à Gaza, c'est l'occasion rêvée de souligner que la libération du jeune soldat signifierait également la relaxe de plusieurs centaines de prisonniers détenus par Israël. Il faut que le Hamas libère Shalit, parce que cela voudrait dire qu'Israël libérera certains détenus. Mon fils avait 14 ans quand il a été jugé, et il a été condamné à 13 ans de prison. Mon fils n'avait rien fait. Quand Shalit a été capturé, lui il était dans un tank pour tuer des gens. En Israël, la question de la relaxe d'un millier de prisonniers avec parmi eux des terroristes dangereux ne manque pas de faire débat, en particulier au vu des récentes déclarations des brigades Azaldin al-Qassam, la branche armée du Hamas, pour qui Shalit n'est qu'un aperçu des futures menaces qui pèsent sur l'État hébreu et ses habitants. Les brigades Al-Din le disent et le répètent. Au jour du 5e anniversaire de la capture du soldat Gilad Shalit, nous continuerons à kidnapper toujours plus d'officiers et de soldats qui servent l'ennemi sioniste. Un appel à capturer d'autres soldats et également à perpétrer des attentats terroristes, c'est également la crainte de l'État d'Israël et la difficulté de se battre face à un ennemi qui n'utilise pas les mêmes armes. Les familles des détenus palestiniens. Israël a décidé de jouer cette carte en annonçant une loi visant à durcir les conditions d'incarcération des prisonniers. Ainsi, les détenus feront-ils peut-être pression sur leurs familles pour que l'échange tant espéré s'accélère.
Le Parlement israélien a adopté en lecture préliminaire un projet de loi visant à durcir les conditions d'emprisonnement des terroristes du mouvement islamiste palestinien Hamas en réponse à la détention prolongée du soldat israélien Gilad Shalit à Gaza. Cet avant-projet de loi, qui avait reçu dimanche le soutien du gouvernement de Binyamin Netanyahou, a été approuvé par 52 voix contre 10 sur 1220 députés. Il a été proposé par un député du Likoud, Dani Danon, en représailles aux conditions inadmissibles et inhumaines imposées à Gilad Shalit, détenu à Gaza par le Hamas depuis 4 ans. Cette loi est un message au Hamas, la coupe est pleine. À partir de ce jour, nous vous parlerons dans une langue que vous comprenez, a déclaré le député à la tribune de l'Assemblée. La Knesset a également adopté un autre avant-projet de loi destiné à priver de leur nationalité les Arabes israéliens reconnus coupables d'espionnage au profit d'une organisation terroriste. Les 2 textes nécessiteront autre lecture avant d'être entérinés. Dans un communiqué publié à Gaza, le Hamas a averti qu'il ne céderait pas à la pression. Selon le projet de loi, les détenus palestiniens ne seraient plus autorisés à recevoir des visites que de leur avocat et seulement une fois par trimestre de représentants du CICR. Des restrictions devraient en outre affecter leurs conditions de détention. Ils ne seraient plus habilités à poursuivre en prison des études universitaires et ne pourraient pas non plus regarder la télévision câblée ou recevoir des journaux et des livres. Le mouvement terroriste islamiste qui contrôle la bande de Gaza exige de son côté la libération d'un millier de terroristes palestiniens détenus par Israël, dont des responsables de sa branche militaire accusés d'implication dans les attentats meurtriers en échange du soldat israélien. Plus de 7000 Palestiniens, dont 270 âgés de moins de 18 ans, sont détenus par Israël, selon le Bureau central palestinien des statistiques. Binyamin Netanyahou a tranché. Aucun bateau de la fameuse flottille ne se rapprochera des côtes de Gaza. Les organisateurs sont au moins prévenus des risques qu'ils prennent. Netanyahou a tranché. Le Premier ministre a ordonné à la défense d'interdire l'arrivée de tout bateau sur les côtes de Gaza, selon Col Israël. Pendant cette réunion, les ministres ont voté en faveur d'un plan de la marine destiné à bloquer l'arrivée de la flottille et à autoriser l'armée à recourir à tous les moyens jugés nécessaires pour le faire, en évitant de faire des victimes. Les ministres ont également approuvé le plan israélo-égyptien, selon lequel les bateaux seront autorisés à décharger leur cargaison dans le port égyptien d'El Arish, ainsi qu'au port israélien d'Ashdod. De là, les biens seront transférés par voie terrestre dans la bande de Gaza, après avoir été inspectés. Les bateaux qui tenteront de se rendre à Gaza coûte que coûte seront interceptés et leurs passagers arrêtés. Des sources de Tsahal ont indiqué que des nouveaux renseignements obtenus au cours des derniers jours montrent que certains des participants à la flottille prévoient des actions violentes contre la marine israélienne. Certains ont préparé des sacs avec du soufre qu'ils comptent verser sur les soldats lorsque ceux-ci arriveront à bord. L'information a été obtenue depuis des réunions tenues par les participants à la flottille, au cours desquelles certains ont exprimé leur intention de tuer des soldats israéliens, selon Tsahal. La marine a débuté ses derniers préparatifs pour stopper les navires. Les sources de l'armée ont indiqué que les commandos qui aborderont les bateaux seront préparés à tous les scénarios, de la non-violence à la résistance extrême de la part des passagers. Malgré l'impact médiatique désastreux et le cafouillage du gouvernement israélien lors de la dernière flottille turque, le Mavi Marmara, Netanyahou semble bien décidé à ne céder à aucune pression extérieure concernant l'étroite bande côtière de Gaza où le Hamas est maître depuis 2007. Un point sur cette flottille maintenant. De 1500 participants au départ, il se retrouve à peine 350. On ne connaît pas encore le nombre de bateaux et l'initiative a suscité une pluie de condamnations quasi unanimes. Assurance retirée, sabotage présumé, bureaucratie grecque, autant d'éléments qui pourraient contraindre les organisateurs de la flottille de la Liberté à reporter le départ vers Gaza la semaine prochaine. Autre changement de dernière minute, seules 350 personnes devraient y participer contre les 1500 attendus à l'origine par les organisateurs. Quoi qu'il en soit, la marine israélienne continue ses préparatifs pour stopper cette flottille de 10 bateaux. Mardi, des officiers de marine et de l'armée de l'air ont tenu une série de réunions pour revoir les plans opérationnels. Les 2 bateaux français de la flottille ont quitté quant à eux la Corse ce week-end et font route au point de rendez-vous en Méditerranée, alors que les autres sont amarrés en Grèce et attendent l'approbation pour le départ vers Gaza. Mardi, l'hélice d'un des bateaux a été découverte coupée, ce qui a conduit les organisateurs à accuser Israël de sabotage.
Si les modalités de départ changent, la mission de la flottille reste la même. Selon le chef d'état-major Benny Gantz, la flottille n'est pas destinée à mener une aide humanitaire à Gaza, mais plutôt à délégitimer Israël dans le monde. À l'occasion d'une cérémonie en l'honneur de réservistes, Gantz a expliqué qu'il ne manquait pas de fournitures de base à Gaza, qu'ils importaient des télévisions et des écrans plasma et exportaient des produits agricoles dans tout le monde arabe. Des propos corroborés par ceux de la Croix-Rouge, selon laquelle il n'y a aucune crise humanitaire à Gaza. La semaine dernière, les consommateurs israéliens se révoltaient contre la hausse exorbitante du cottage. Eh bien, le prix de cet aliment de base du régime alimentaire israélien a enregistré une baisse de 2,10 shekels, soit environ 15%. Les boycotteurs israéliens ne déposent pas les armes pour autant, regardez. Le boycott du cottage porte ses fruits. Il y a quelques jours, un groupe Facebook a été ouvert en Israël pour appeler au boycott du fromage typiquement israélien et apprécié de tous. En cause, le produit qui valait 4 shekels il y a 5 ans en valait 8 le 20 juin 2011. Et voilà qu'aujourd'hui, l'efficacité du boycott se fait ressentir. Les premiers rapports sur la baisse des prix sont apparus, avec une baisse de 2,10 shekels par pot de cottage. Pour répondre à la demande des consommateurs, les supermarchés israéliens rivalisent de promotion, mais les protestataires ne s'arrêtent pas là. Ils affirment, étude de marché à la main, que le prix acceptable pour ce fromage se situe entre 3,5 et 5 shekels. Au-dessus de ce prix, l'appel au boycott ne sera pas levé. Un appel lancé après que les fabricants eurent annoncé que le pot de 250 grammes passerait à 8 shekels, portant à 35% la hausse subie par ce produit depuis 2 ans. Les producteurs mettent en avant la hausse du prix du lait ainsi que celui du pétrole pour le transport des produits afin de justifier la hausse de tarifs. Le ministère israélien des Finances a annoncé après le débat à la Knesset qu'il réfléchissait à autoriser l'importation de produits laitiers, et ce afin de développer la concurrence et de favoriser la baisse des prix. Les 7 millions d'habitants d'Israël consomment pour quelques 122 millions d'euros de fromage blanc annuellement, selon les chiffres de l'industrie. À 2 mois du vote à l'ONU sur l'indépendance d'un État palestinien, la communauté internationale tente par tous les moyens de faire reprendre les discussions de paix entre Israéliens et Palestiniens. Seulement, les dirigeants du Fatah ont réitéré leur volonté d'aller jusqu'au bout de leur initiative, à laquelle s'est ajoutée toute une série d'exigences. Écoutez. Les dirigeants palestiniens posent leurs conditions à une reprise éventuelle des discussions de paix avec Israël. L'un des responsables historiques du Fatah, Saeb Erekat, aurait soumis aux membres du quartet toutes ces exigences envers les dirigeants de l'État hébreu. L'ancien négociateur palestinien souhaite reprendre les discussions sur la base des propositions émises par le président des États-Unis Barack Obama, à savoir un retour d'Israël aux limites d'avant juin 67. Erekat serait aussi prêt à un échange de terres avec ses voisins israéliens. Le responsable palestinien dit avoir reçu le soutien de l'Union européenne sur cette éventuelle reprise de dialogue, mais aussi sur l'initiative de création d'un État palestinien à l'ONU en septembre prochain. Une façon de mettre un peu plus la pression sur les dirigeants israéliens afin qu'ils accèdent à leurs demandes. Et quelles sont ces demandes? Eh bien, l'arrêt des constructions en Judée-Samarie, mais aussi à l'est de Jérusalem. En visite à Ankara, Mahmoud Abbas a appuyé les propos de son collègue du Fatah. Nous demandons à Israël de cesser toutes les constructions, y compris à Jérusalem-Est. Sans le respect de ces conditions, un accord de paix ne peut pas être signé. À Jérusalem, Israël met en scène une attaque brutale par la construction de nouvelles implantations. Des propos qui sont remontés jusqu'à Benyamin Netanyahou à la veille de rencontrer les membres du quartet à Bruxelles. Le Premier ministre de l'État hébreu attend lui que les dirigeants palestiniens prononcent 5 mots très simples. Je reconnais l'État juif. Fatah, Hamas, ça ne fonctionne pas. Selon un membre important du Hamas, Mahmoud al-Zahar, les efforts de réconciliation entre son organisation et le Fatah, le parti de Mahmoud Abbas, ont totalement échoué. Selon al-Zahar, les points principaux de désaccord tournent autour du gouvernement, la structure de l'OLP et le Conseil législatif. Et on renvoie la constitution d'un gouvernement en septembre prochain. 2 mois après avoir annoncé leur réconciliation à la surprise générale, Hamas et Fatah n'ont toujours pas réussi à s'entendre, ne serait-ce que sur les points les plus élémentaires de leur accord.
Un haut responsable du Hamas en a imputé lundi la responsabilité au président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, l'accusant d'être inflexible notamment sur la nomination du futur Premier ministre d'un gouvernement transitoire unitaire. Du côté du Fatah de Mahmoud Abbas, on assure que les discussions continuent tout en reconnaissant qu'aucune rencontre à haut niveau n'est au programme pour tenter de résoudre une question qui devait être réglée au départ, assurait-on, en quelques jours. Face à ce blocage persistant depuis le 27 avril, s'ajoute celui des pourparlers avec Israël. Mahmoud Abbas, parallèlement, continue pourtant de préparer la reconnaissance d'un État palestinien par l'ONU en septembre. Et d'ici là, les factions rivales devraient donc, comme aujourd'hui, fonctionner de façon autonome et indépendante. Mais les analystes palestiniens craignent aujourd'hui que l'impasse politique ne ravive les tensions dans les territoires palestiniens, inaugure le retour de relations conflictuelles entre Fatah et Hamas. Sans compter que l'unité palestinienne est considérée aujourd'hui comme capitale pour apporter de la crédibilité au projet d'indépendance de l'autorité palestinienne. Principal point d'achoppement des discussions donc, l'insistance de Mahmoud Abbas pour que Salam Fayyad, ancien économiste de la Banque mondiale et actuel Premier ministre, adoubé par la communauté internationale, conserve son poste de chef de gouvernement, ce qui est inacceptable aux yeux du Hamas, mais essentiel toutefois pour lever l'inquiétude des Occidentaux face à une alliance avec ce parti islamiste, une organisation terroriste aux yeux des États-Unis, de l'Union européenne et bien sûr d'Israël. Au Liban, une délégation du tribunal spécial pour le Liban, le TSL, a remis au procureur libanais l'acte d'accusation dans l'assassinat de l'ex-premier ministre Rafik Hariri en 2005. Comme prévu, de nombreux responsables du Hezbollah figurent en première place de l'acte d'accusation. Une affaire qui continue de diviser le Liban. Le tribunal de l'ONU en charge de l'enquête sur l'assassinat de l'ex-premier ministre libanais Rafik Hariri a remis jeudi un acte d'accusation scellé au procureur de Beyrouth. Il contient plusieurs mandats d'arrêt et fait craindre de nouvelles violences. Un responsable du gouvernement de Najib Mikati a confirmé la remise de cet acte d'accusation très attendu, mais au contenu toujours confidentiel, ainsi que celle des mandats d'arrêt. Malgré tout, des télévisions locales ont affirmé dans un premier temps que 4 suspects étaient désignés dans cet acte, contre lesquels des mandats d'arrêt ont été lancés par le TSL. L'une des chaînes précisait qu'au moins l'un des suspects était un membre du mouvement terroriste Hezbollah, allié des régimes syriens et iraniens. Mieux encore, peu après ces annonces, la chaîne de télévision du Hezbollah a elle-même confirmé que des mandats d'arrêt avaient été prononcés à l'encontre de 4 hauts responsables de l'organisation. Il faut dire que le Hezbollah était prévenu. Depuis fin 2010, il s'attendait à être mis en cause par le TSL et avait provoqué pour cette raison la chute du gouvernement d'union de Saad Hariri en janvier, après le refus de celui-ci de cesser toute coopération avec le tribunal. Najib Mikati, son successeur à la tête d'un gouvernement désormais dominé par le Hezbollah et ses alliés, doit très prochainement faire part de ses positions vis-à-vis du TSL. Il devrait annoncer que son gouvernement est tenu de respecter les résolutions internationales tant qu'elles ne menacent pas la paix civile, soit en des termes très diplomatiques, l'affirmation qu'il ne coopérera pas avec le TSL. Les États-Unis, la France, mais aussi l'ONU ont déjà exprimé leur inquiétude face à une telle éventualité et ont appelé le cabinet libanais à honorer ses engagements internationaux. Et le Hezbollah a un autre gros souci, la situation en Syrie. Le mouvement terroriste pourrait perdre l'un de ses plus fidèles soutiens en la personne de Bachar al-Assad, et Hassan Nasrallah a ordonné à ses troupes de rapatrier au Liban les armes cachées en Syrie et serait même tenté de les utiliser contre Israël, histoire de faire diversion et de contenter son dernier allié, l'Iran. Les manifestations en Syrie et l'éventuelle chute de Bachar el-Assad inquiètent au plus haut point les dirigeants du Hezbollah. Les responsables du mouvement chiite chercheraient même à rapatrier au Liban ces armes cachées dans des dépôts en Syrie. Selon plusieurs experts occidentaux, Hassan Nasrallah, le chef du mouvement terroriste, aurait montré ces dernières semaines des signes de nervosité au sujet de la situation plus que préoccupante chez son allié syrien. Et les premiers signes de cette nervosité ont été repérés par plusieurs membres des services de sécurité occidentaux en poste dans la région qui ont noté des mouvements de camions près de la frontière entre la Syrie et la plaine de la Beka au Liban.
un lieu où le Hezbollah dispose généralement de ses propres centres de stockage d'armes. Une information confirmée par des représentants de l'ONU qui auraient ajouté que ces transferts concerneraient les missiles sol-sol Zelzal de moyenne portée ainsi que des roquettes Fajr 3 et Fajr 5, roquettes que le parti de Dieu amasse en vue d'une confrontation avec l'État hébreu. Et aujourd'hui, le Hezbollah craint que les forces armées israéliennes ne frappent l'un de ses convois. Il craint aussi que ces derniers aient été placés sous surveillance par les satellites américains et israéliens. Et pour se sortir de cette nouvelle donne, les dirigeants de l'organisation terroriste libanaise souhaitent renforcer leurs liens avec l'Iran. Selon une source sécuritaire occidentale basée au Moyen-Orient, le Hezbollah tente de contrôler ses flux en montant un poste de commandement conjoint à l'aéroport de Damas, et ce en étroite collaboration avec les services de sécurité locaux. L'axe à trois têtes Damas-Téhéran-Hezbollah tente désormais de transférer leurs armes par les airs, un choix risqué lorsqu'on sait que le 19 mars dernier, un avion cargo iranien a été dérouté sur l'aéroport de Diyarbakir, dans l'est de la Turquie. Les enquêteurs avaient trouvé à son bord une cargaison de lance-roquettes, de mortiers, de fusils mitrailleurs et de munitions destinées au Hezbollah. Le Hezbollah et la République islamique se savent donc surveillés, épiés même par les Occidentaux, Israël, mais aussi, et c'est un fait nouveau, par la Turquie qui s'inquiète elle aussi de la situation en Syrie. Malgré leur situation dramatique, la vie continue pour les Syriens qui se sont réfugiés dans des camps en Turquie. Et l'on y célèbre même des mariages, la vie plus fort que la mort. Dimanche 27 juin, nous sommes au camp de réfugiés syriens dans la ville d'Hatay en Turquie. Et la situation dramatique n'a pas empêché ce couple de se dire oui. Il faut dire que la vie s'organise tant bien que mal pour ces exilés. Depuis le début de la répression des mouvements de contestation contre Bachar el-Assad, ce sont près de 12 000 Syriens qui ont fui les villes où les chars écrasent la révolution. La Turquie s'est dotée de camps afin d'accueillir au mieux les centaines de réfugiés qui fuient chaque jour leur pays. Le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan a assuré ne pas vouloir fermer ses portes aux réfugiés et son gouvernement affirme vouloir déployer tous les efforts nécessaires pour leur venir en aide. Je l'ai vu de mes propres yeux, plus de 8000 Syriens réfugiés dans les camps turcs et 10 000 du côté syrien de la frontière. Nous avons décidé de prendre toutes les mesures nécessaires afin de leur apporter de la nourriture et de répondre à leurs besoins humanitaires. Une initiative que les réfugiés syriens accueillent avec beaucoup de gratitude. En témoigne cette manifestation de réfugiés devant l'ambassade turque d'Amman. Si les réfugiés se veulent reconnaissants, le régime syrien se montre lui critique face à ces élans de solidarité. Les relations se sont tendues entre les deux pays voisins sur fond de crise humanitaire. Il faut dire que l'enjeu est de taille pour la Turquie. Il s'agit de prouver au monde arabe, mais aussi à l'Occident, qu'Ankara est un acteur démocratique majeur dans la région. Et leur gestion de la crise syrienne en serait la preuve la plus probante. On peut dire que les Turcs ont vite retenu la leçon après avoir opéré un virage à 180 degrés en se rapprochant de l'axe Iran-Syrie-Hezbollah. Recep Erdogan, le Premier ministre turc, a vite compris, au vu des derniers développements de l'actualité, qu'il fallait vite réagir depuis le torchon brûle entre Damas et Ankara, et un assouplissement remarqué s'opère vis-à-vis d'Israël. La crise syrienne déborde en Turquie, en témoigne le flot de réfugiés amassés le long de la frontière entre les deux pays. Syriens et Turcs s'ébient du regard depuis des semaines en guettant leurs moindres faits et gestes. La Syrie a même osé amasser des troupes dans les localités situées proches de son voisin turc dans le but de traquer les opposants au pouvoir du régime de Bachar el-Assad. Des mouvements d'intimidation qui n'impressionnent guère les autorités turques mais qui met à mal leur concept entre guillemets de zéro problème avec les voisins. Et pour cause, le Premier ministre d'Ankara, Recep Erdogan, maintient le contact avec le président syrien afin de le convaincre de mettre un terme à la violence dans son pays. Dans le même temps, son ministre des Affaires étrangères, Ahmed Davutoglu, s'est contenté, lui, de commentaires plutôt mesurés sur le dernier discours prononcé par Bachar el-Assad, signifiant que l'annonce de réforme allait dans le bon sens, mais que la Turquie attendait, entre guillemets, des pas concrets de la part de la Syrie. Un double langage qui se
vérifie sur le terrain. D'un côté, les responsables turcs ne souhaitent pas mettre à mal leur alliance avec leurs voisins syriens, lui aussi à majorité sunnite, mais de l'autre autorise la tenue d'une réunion d'opposants au régime de Bachar el-Assad et accueille dans le même temps des milliers de réfugiés venus de Damas et d'ailleurs sur son sol. L'équation est compliquée pour Erdogan et son équipe, agir et redorer son blason sur la scène internationale ou attendre et se rendre complice d'un chaos annoncé. On l'aura compris, de ce conflit syrien dépend le futur équilibre des forces au Proche-Orient. La place Tahrir envahie par les manifestants, tout le monde s'en souvient, c'était l'hiver dernier et le régime d'Hosni Moubarak n'y avait pas survécu. Eh bien, cette même place Tahrir a de nouveau été le théâtre de troubles entre protestataires et forces de l'ordre, en cause la lenteur du nouveau pouvoir à juger les responsables de la mort des manifestants il y a quelques mois. La place Tahrir, à nouveau en proie aux violences. Tard mardi soir, la police égyptienne anti-émeute a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser les quelques 5000 manifestants réunis dans le centre du Caire. Des scènes qui évoquent bien sûr la révolte populaire de l'hiver dernier qui a conduit à la chute de Hosni Moubarak et de son régime. Des nuages de gaz ont recouvert la place Tahrir, envahie par les protestataires. Parmi eux, de nombreux proches des quelques 850 personnes tuées durant la révolution de février. On déplore plusieurs dizaines de blessés. لأننا مش هسيب أهالي الشهداء اللي هم آخر حاجة بتفكرنا بالثورة. Le secteur a été bouclé par les forces de l'ordre et les autorités ont coupé l'électricité. Par ces manifestations, les familles des victimes entendaient dénoncer ce qu'elles considèrent comme une injustice, la lenteur des poursuites judiciaires engagées contre les membres des forces de sécurité reconnus comme responsables de la mort de manifestants anti-Moubarak. Les forces de l'ordre qui n'ont depuis guère gagné en termes de popularité. Ces troubles soulignent une nouvelle fois les difficultés du Conseil militaire qui a pris le pouvoir à assurer une transition démocratique crédible. Autre signe que les temps n'ont pas tant changé depuis Moubarak, une chaîne de télévision satellitaire égyptienne, Al Hayat, a évoqué des guerres de rue entre police et manifestants, sans dire un mot des revendications des protestataires comme à une époque récente. Le chemin vers la démocratie semble encore semé d'embûches. Cette semaine, l'Iran a procédé à une série de tests de missiles dont certains pourraient être porteurs d'une ogive nucléaire. De quoi susciter l'inquiétude des Occidentaux encore une fois. L'Iran effectue ces jours-ci des manœuvres militaires de grande ampleur. Deux objectifs pour le régime des mollahs, tester ses capacités militaires mais aussi dissuader toute tentative d'attaque contre ses installations nucléaires. Mardi dernier, 14 missiles de ce type, d'une portée de 2000 km, ont été lancés. Et certains d'entre eux pourraient être capables de porter des ogives nucléaires. On doit cette révélation au ministre britannique des Affaires étrangères, William Hague. L'Iran a effectué des essais de missiles balistiques et de tirs de missiles, y compris avec des missiles capables de porter des ogives nucléaires, en contradiction avec la résolution 1929 de l'ONU. L'Iran a également annoncé son intention de tripler ses productions d'uranium enrichi à 20%. C'est un niveau d'enrichissement qui va bien au-delà de ce qui est nécessaire pour l'énergie nucléaire pacifique. Les autorités iraniennes se sont empressées de démentir. Aucun des missiles que nous avons testés n'est capable de porter des ogives nucléaires. C'est ce qu'on assure au ministère iranien des Affaires étrangères. Peu de chances que les pays occidentaux et Israël en soient convaincus. La Cour pénale internationale a lancé un mandat d'arrêt à l'encontre de Mouammar Kadhafi pour crimes contre l'humanité commis en Libye depuis le 15 février. Le dictateur n'est plus à un souci près et a fait savoir qu'il ne reconnaît pas la CPI. C'est officiel, Mouammar Kadhafi fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Le colonel libyen est accusé par le procureur de la Cour pénale internationale de meurtre et de persécution commis par les forces de sécurité libyennes sur la population civile depuis le début de la révolte. Il est accusé d'avoir personnellement ordonné des attaques contre des manifestants et des dissidents présumés.
Les juges ont également délivré des mandats d'arrêt pour crimes contre l'humanité à l'encontre du fils de Kadhafi, Saïf al-Islam, qui a organisé le recrutement de mercenaires, et du chef des services de renseignement libyens, Abdallah al-Senoussi, accusé d'avoir monté des attaques contre des manifestants. La révolte en Libye a fait des milliers de morts selon le procureur de la Cour pénale internationale. Elle a également entraîné la fuite à l'étranger de près de 650 000 Libyens et le déplacement à l'intérieur du pays de 243 000 autres selon l'ONU. Mouammar Kadhafi est ainsi le second chef d'État en exercice à faire l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Après le président soudanais Omer el-Béchir, aucun des deux dirigeants ne reconnaît la compétence du tribunal de La Haye. C'est officiel, Paris reconnaît avoir livré des armes aux rebelles libyens. La rumeur courait depuis plusieurs jours. Elle est donc confirmée. Paris miserait ainsi sur une avancée des insurgés vers Tripoli pour mettre fin au conflit. Et ceci ne plaît pas à tout le monde. Lance-roquettes, mitrailleuses, fusils d'assaut, missiles anti-chars Milan. Voilà l'arsenal que la France a expédié via des parachutes aux rebelles libyens. Une action restée jusqu'ici secrète et qui s'est déroulée au sud de Tripoli, la capitale, où les insurgés sont toujours aux prises avec les forces de Mouammar Kadhafi. L'état-major de l'armée française a reconnu mercredi avoir livré 40 tonnes d'armes aux tribus berbères de la région de Djebel Nafoussa. Jusque-là, les armes fournies aux rebelles provenaient d'Émirats du Golfe, dont le Qatar. Elles étaient acheminées par avion et bateau via Benghazi, où siège le Conseil national de transition, vers le port de Misrata, noyau des combats entre les forces loyales et les rebelles. C'est après avoir fait le constat début mai que le conflit était en voie d'enlisement que Paris a pris cette initiative. Le pari de la France, si les rebelles parviennent jusqu'aux abords de Tripoli, la capitale ne manquera pas de se soulever contre Kadhafi. C'est cette thèse émise par un haut responsable français qui a servi d'argument au largage d'armement. Un geste toutefois contesté par les alliés de Paris et notamment par le Royaume-Uni. Nous pensons que cela soulève un certain nombre de questions, à commencer par la résolution des Nations Unies, même si dans certaines circonstances, cela pourrait être justifié. C'est ce qu'affirme Gerald Howard, le secrétaire d'État britannique à la Défense. Londres estime que l'embargo sur les armes en Libye doit être respecté, même s'il se refuse à critiquer son partenaire d'outre-Manche. L'Union africaine, quant à elle, fustige la prolifération des armes en Libye. Quoi qu'il en soit, la démarche française, tout comme la réaction de Londres, souligne une fois de plus les divergences croissantes entre les alliés et l'enlisement de l'action entreprise. En 3 mois, l'opération militaire aérienne conduite par l'OTAN n'est toujours pas venue à bout de Mouammar Kadhafi. On en a parlé toute la semaine. Des chercheurs de l'université de Tel Aviv ont mis en évidence un nouveau moyen de lutter contre la maladie d'Alzheimer, le diabète et toutes ces vilaines choses. Le secret, consommer de la cannelle en poudre, en infusion, dans des gâteaux. Et nos grands-mères avaient encore raison. Disons-le d'entrée, consommer de la cannelle est bon pour la santé. Des scientifiques israéliens viennent de prouver les bienfaits de cette précieuse épice, là où l'on s'y attendait peut-être moins, la lutte contre la maladie d'Alzheimer. La recherche menée par les équipes de l'université de Tel Aviv a été menée sur des souris qui ont été génétiquement modifiées afin de développer une forme très agressive de la maladie d'Alzheimer. Les résultats démontrent que les souris ayant consommé de l'eau à la cannelle durant 4 mois n'ont pas développé de signes de la maladie. Si vous prenez une souris malade d'Alzheimer et une qui a bu de l'extrait de cannelle, après coupe du cerveau, vous pouvez voir que les plaques sont à la fois de petite taille et peu nombreuses. Condiment aromatique riche en fibres, bien connu pour ses propriétés antioxydantes, antivirales et antidiabétiques, la cannelle contient bien d'autres vertus qu'il s'agissait de découvrir. Les chercheurs israéliens ont également soumis les souris à un test de reconnaissance d'objets, montrant la capacité des animaux à reconnaître et mémoriser des objets familiers. Et là encore, ce sont les souris ayant consommé de la fameuse épice qui ont fait preuve d'une vivacité mentale supérieure à leurs congénères. La conclusion du professeur Ovadia est sans appel, et lui-même donne l'exemple. Si nous buvons de l'extrait de cannelle à partir de l'âge de 40 ans, nous inhibons le développement de la maladie d'Alzheimer. Et lorsque nous arrivons à l'âge de 70-80 ans, nous sommes en bonne santé. Soit prévenir plutôt que guérir. Une recommandation que cette Israélienne n'avait pas attendue, même si c'était jusque-là une recette de grand-mère. Il est recommandé de consommer 4 cuillères à thé par jour de cannelle en poudre parce que ça empêche l'oubli. À 85 ans, Malka Linton en consommait déjà elle aussi, mais c'était une question de goût.
J'en mange parce que j'aime ça, je ne savais pas que c'était bon contre la maladie d'Alzheimer. Vous le saviez, vous? Mais je pense que nous ferions mieux d'en acheter. Je pense vraiment que nous en avons besoin. La contribution des scientifiques israéliens ouvre en tout cas d'énormes perspectives de progrès face à ce fléau, même si la recherche ne fait que commencer. Parions que les ventes de cannelle seront-elles bientôt à la hausse. Voilà, c'est terminé. En attendant que le monde aille mieux et que, comme pour les confrères Stéphane et Gilles, que la rédaction se réjouit de voir enfin libre, nous soyons des milliers à accueillir Gilad Shalit le jour de sa libération. Je rêve de vous l'annoncer la semaine prochaine. À très vite.